Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Académie digitale des PME. Ce matin, on va parler du groupe Meta et en particulier de Facebook et Instagram. Donc, comment générer la visibilité sur ces réseaux sociaux pour votre marque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions. Maud y répondra à la fin de ce webinaire. Le support vous sera également envoyé aujourd'hui à la fin du webinaire. Voilà, je laisse la parole à Corinne. Bonjour à tous, Corinne Leguerne, donc associée Digispin. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc, comme vous le voyez dans le bandeau en bas de l'écran devant vous, ce webinaire est gratuit. S'inscrit dans le cadre d'un programme qui a été financé par France Num et BPI, auquel ces PME, Digispin, Cyberzen et DPO ont répondu. Et donc Cyberzen sur la partie cybersécurité, DPO sur la partie, on va dire, RGPD, et nous sur tous les autres volets du digital. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement de Facebook et Instagram, et c'est Maud de la communauté Digispin qui présentera ce webinaire. Alors avant de rentrer dans le détail, effectivement, on garde les questions pour la fin, puis on va avoir tout à l'heure un sondage. Donc pour répondre au sondage, allez sur, enfin c'est un petit peu tôt pour y aller, mais sur l'onglet sondage, hein, c'est là que vous pourrez saisir vos réponses lorsque les questions apparaîtront tout à l'heure. Et ne les mettez pas dans le chat parce que ça permettra d'avoir comme ça une petite statistique. Avant de passer la parole à Maud, deux mots sur Digispin. Donc, nous sommes un cabinet conseil spécialisé dans la transition digitale des PME. Notre caractéristique, c'est qu'on s'appuie sur une communauté de 150 consultants indépendants. Et pour nous, tout cela, ça nous permet d'aider nos clients à maîtriser le digital, parce que c'est souvent le fait de la réticence ou les craintes ou la non mise en œuvre de la transition numérique, c'est surtout par manque de connaissances, et donc on apporte toute cette complémentarité grâce aux consultants ou par de la formation. Pour nous, le digital, c'est vraiment 4 éléments essentiels qui aident l'entreprise. Ça l'aide à s'adapter aux exigences numériques de son écosystème. Je vais en citer 2 ou 3. La première, c'est par exemple de mettre en place tout un panel de cybersécurité pour se protéger des hackers qui pourraient venir prendre des données, faire perdre d'exploitation, etc. Mais ça peut être aussi une contrainte extérieure, c'est la facture numérique qui arrivera très prochainement. Il faut que vous soyez prêts dès 2024 à pouvoir accepter, lire des factures numériques. Bien. Le deuxième sujet, c'est l'efficience augmentée, c'est-à-dire que le numérique doit vous permettre d'avoir une productivité plus importante, d'augmenter vos process, qu'ils soient internes ou que ce soit des process de gestion de la chaîne de valeur, et ainsi vous récupérez en quelque sorte de la bande passante pour faire des choses tournées vers votre métier, vous concentrer sur votre business. Donc c'est en ça que la digitalisation des process va vous aider. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle la croissance accélérée, c'est-à-dire comment trouver de nouveaux relais de croissance grâce au numérique. Le webinaire d'aujourd'hui, vous l'avez compris, s'inscrit complètement dans ce secteur-là. Comment je vais pouvoir développer mon business, comment je vais croître plus vite, et comment je vais pouvoir augmenter ma visibilité ou générer plus de leads. On en reparlera avec Maud pendant tout ce webinaire. Et enfin, le dernier point, c'est lorsqu'on a déjà on s'est déjà adapté son entreprise, on a déjà optimisé son fonctionnement, eh bien, on peut être en phase de complète transformation avec de nouveaux business models, notamment s'il y a de nouveaux entrants qui s'appuient sur le digital pour avoir de nouvelles propositions et puis de nouvelles offres aussi. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui nous rend un petit peu légitime à animer tous ces webinaires. Donc maintenant, je vais passer la parole à Maud, qui après s'être présentée, va effectivement rentrer rapidement dans le vif du sujet. Bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais commencer par me présenter. Donc, j'ai 15 ans d'expérience dans de grandes agences de communication. Et puis, depuis les 6 dernières années, je me suis spécialisée dans le digital en tant que conseil auprès de PME, start-up, TPE, que ce soit en B2C ou en B2B. Pour élaborer les stratégies digitales, pour générer de la visibilité pour les marques et bien sûr des prospects. Donc que ce soit via des campagnes sur les réseaux sociaux ou grâce à un référencement naturel ou payant efficient, et également avec une présence digitale sur des outils tels que Google My Business ou avec la mise en place de newsletters. Donc aujourd'hui, comme le disait Corinne, on va se focaliser sur Facebook et Instagram au sein du groupe Meta pour bien comprendre comment ces plateformes peuvent vous aider à générer de la visibilité pour votre marque. Donc, je vous propose de débuter avec un petit quiz pour être sûr d'avoir tous les derniers chiffres concernant ces réseaux sociaux.
Donc, la question numéro 1 concerne l'usage de ces réseaux sociaux en France avec quelle est selon vous la durée moyenne d'utilisation quotidienne des réseaux sociaux en France? Donc, réponse A, 58 minutes, réponse B, 1h55 et réponse C, 2h33. Donc, dans l'onglet sondage, vous avez ce sondage. Merci de soumettre rapidement de faire un choix pour qu'on puisse avoir la statistique et avancer. Alors, les votes arrivent. On va attendre un petit peu. Bon, ça n'a plus l'air de bouger beaucoup. Donc, ce qui attient aujourd'hui 54% des votants ont mis 1h55. Quelle est la bonne réponse? Bravo, vous avez raison. Effectivement, c'est la réponse médiane qui l'emporte, qui est quand même près de 2 heures, donc ce qui est non négligeable de temps passé sur les réseaux sociaux chaque jour. La seconde question se focalise en fait sur l'utilité de ces réseaux sociaux pour les marques, à savoir quelle est la part des utilisateurs français âgés de 16 à 64 ans qui utilisent les réseaux sociaux pour rechercher des informations concernant une marque ou un produit. Donc, 3 possibilités à nouveau, soit 57%, 25% ou 49% pour la dernière réponse. Alors, les votes avancent. Ah, j'en vois un petit peu plus vite cette fois-ci. Donc, c'est la réponse 57% qui a été retenue par 60% des votants. Bah, bravo, vous êtes... c'est du 100% jusqu'ici, effectivement. On a un bon public aujourd'hui, on a un public qui s'y connaît. Des internautes français qui utilisent les réseaux sociaux, ce qui est vraiment beaucoup parce que c'est plus de la moitié. Donc, ça montre à quel point ce levier, ces réseaux sociaux sont importants pour les marques. Et la dernière question, là, c'est plus un terme de classement sur le top 5 des réseaux sociaux utilisés par, encore une fois, les internautes français de 16 à 64 ans. Donc, réponse A, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube et Twitter. Réponse B, Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, YouTube. Et réponse C, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube et Twitter. C'est plus difficile, hein. Effectivement, les votes sont moins ciblés. Alors, la proposition qui retient 44% des votes, c'est Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter. Et la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, c'est Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger et YouTube. Donc, effectivement, il y a une forte progression de TikTok. On en entend beaucoup parler et en ce moment, ça fait assez polémique par rapport aux problèmes de sécurité. Mais c'est quand même sur une audience assez jeune. Donc, la puissance de Facebook et Instagram prédomine toujours. Et puis, on a eu aussi pas mal de modifications avec Twitter depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk qui cherche ses marques. Donc, aujourd'hui, effectivement, on voit que Meta, c'est un acteur clé parce qu'effectivement, il regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Oculus, qui est pour le coup pas un réseau social, mais de la réalité virtuelle. Mais ce groupe permet un seul point d'entrée pour avoir accès à un outil publicitaire puissant parce que grâce à l'outil publicitaire, on peut publier par exemple des publicités sur toutes ces plateformes d'un seul clic. Donc, 2 porte-drapeaux, donc Facebook, Instagram. Donc, avec WhatsApp, ils représentent 58% des utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Et on voit que Facebook, même si on en a parlé beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un petit peu un réseau social
en perte de vitesse. Ensuite, on a vu que Instagram modifiait un petit peu son algorithme pour se rapprocher de TikTok, avant de faire marche arrière suite à la demande des utilisateurs. Et Facebook et Instagram restent vraiment des leviers clés. Et ce sont vraiment des réseaux sociaux à part entière, c'est-à-dire qu'ils ont des communautés. Tandis que TikTok, finalement, s'apparente plus maintenant à une plateforme de divertissement qui nourrit ses utilisateurs de contenu de vidéos populaires plutôt que affinitaires. Donc, on va d'abord regarder les avantages et les opportunités de Facebook et d'Instagram. Donc, Facebook, donc, comme je disais, une plateforme puissante parce qu'il y a une couverture potentielle de la population française âgée de plus de 13 ans de plus de la moitié, 56%, ce qui donne une audience de plus de 31 millions de personnes, ce qui est énorme. Et à savoir que l'accès mobile, enfin l'accès se fait via le téléphone portable à 96%. Donc ça, c'est une donnée importante à garder en tête parce qu'effectivement, ça veut dire que si vous renvoyez sur votre site Internet ensuite, il faut que ça soit un site qui soit compatible avec une utilisation sur mobile pour pas que les utilisateurs s'en aillent immédiatement. Ensuite, Facebook représente 78% du trafic généré sur les sites web via les réseaux sociaux. Donc, ça reste la plateforme numéro 1 en termes de renvoi sur un site web. Donc, à ne pas du tout éliminer de son plan média. Pour le coup, Instagram, c'est la plateforme visuelle par excellence qui a émergé initialement avec les photos. Maintenant, il y a de plus en plus de vidéos, effectivement, avec des stories, des reels. Là aussi, une couverture potentielle de la population française de 43%. Donc, on est un petit peu en dessous, mais ça reste quand même un chiffre très important, qui permet d'avoir une audience publicitaire de 24 millions de personnes. Là, pour le coup, on est quasiment à 100% sur un accès mobile, même si la plateforme essaye d'améliorer son utilisation sur PC. Et là, pour le coup, on a une communauté active parce qu'effectivement, ce sont des comptes auxquels les utilisateurs vont souscrire. Et Instagram représente 11% du trafic généré. Donc là, c'est un chiffre qui augmente en fait parce que avant, c'était difficile de mettre des liens en fait sur les publicités par exemple. Et l'idée, c'était de vraiment rester sur la plateforme. Mais là, l'algorithme a un petit peu changé, les options ont aussi changé. Via les stories, on peut générer du trafic sur son site internet. Donc, ça évolue en ce sens. Donc, des plateformes essentielles en termes de publicité. Donc, on voit qu'effectivement, en ce qui concerne la visibilité, donc Facebook représente 25% des utilisateurs actifs des réseaux sociaux devant Instagram. C'est le chiffre qu'on a vu tout à l'heure sur le graphique. Et que 60% du trafic généré, enfin des prospects générés, peuvent l'être via Facebook. C'est une audience un peu plus âgée, un peu plus masculine qu'Instagram, enfin un peu plus mixte, même si Instagram aussi est un réseau social assez mixte par rapport à Pinterest, par exemple, qui est un réseau social très féminin. Et Pinterest, c'est l'écran visuel par excellence et qui poursuit sa croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de génération de trafic. Donc, on voit plus 271% par rapport à 2022. Alors, comment être présent sur ces réseaux sociaux? Donc, il y a deux types de présence. Il y a une présence que j'appelle organique. Donc, c'est une présence, en fait, gratuite, entre guillemets. Et puis, une présence publicitaire. Donc là, ce sont les posts sponsorisés. Donc, comme vous pouvez le voir à droite, avec le petit encart en rouge, où effectivement, là, c'est écrit sponsorisé. Donc, le point de départ, c'est la création d'un profil entreprise pour accroître sa communauté.
et pour générer de la visibilité pour la marque, pour sa boutique, pour ses services, pour ses produits, de l'engagement, bien sûr, dans l'idéal, des réservations. Et également tester différents formats créatifs, différents visuels pour mieux comprendre son audience. Donc ça permet aussi de voir ce qui va mieux fonctionner auprès de sa cible. Donc c'est un atout à ne pas négliger. Et comme je vous le disais, en fait, c'est vraiment un outil publicitaire simple d'utilisation et qui permet d'être présent en un clic, de faire un post. On peut publier une nouvelle, en fait, sur Facebook et Instagram en même temps. Donc, on a les possibilités d'adapter un peu le visuel aussi en un seul clic. Donc, le prérequis, comme sur tous les réseaux sociaux, c'est d'avoir une fréquence régulière, donc une publication par semaine. Se focaliser sur les jours, les horaires qui fonctionnent le mieux par rapport à votre audience. Donc, une fois que vous avez votre communauté en ligne, en fait, vous avez la possibilité de voir quel est le jour de connexion de prédilection et quelle est l'heure. Donc, ça va vraiment être la donnée clé pour la publication, parce que c'est à ce moment-là que votre communauté sera en ligne. Et puis ensuite, des contenus engageants. Donc, l'idée étant, bien sûr, de faire réagir sa communauté, soit avec des likes, des partages ou des commentaires. Donc, toujours en ligne avec l'ADN de votre marque. Et puis, à savoir qu'effectivement, avec l'avènement de TikTok, on voit le boom des formats vidéo, parce qu'on a aussi la possibilité de dire beaucoup plus de choses avec une vidéo. Donc, un autre format à ne pas négliger. Ensuite, ça dépend de votre objectif, bien sûr. Et une page de destination, si vous renvoyez sur un site web, qui sera adéquate pour en mobile. Et au-delà de la présence organique, on voit que la présence publicitaire est vraiment nécessaire, parce qu'en fait, il n'y a qu'une très faible part de vos publications organiques qui va être mise devant les yeux de votre communauté, parce que c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Donc, c'est ce qu'on appelle la portée organique. C'est le nombre de personnes de la communauté qui va voir votre post. Donc, l'idée derrière ça, c'est comment être visible. Ça va être de sponsoriser des posts pour choisir aussi une audience beaucoup plus ciblée, plus large. Donc ça, c'est l'algorithme qui va la travailler pour voir qui interagit le plus par rapport à l'objectif. Et on va voir aussi que c'est un ticket d'entrée qui reste faible. Et puis, on est sur un mode opératoire test and learn, parce que de toute façon, la plateforme aussi évolue. Et puis, ça permet de continuer de tester des nouveaux formats et de voir ce qui fonctionne le mieux par rapport à l'audience sur ces réseaux sociaux. Donc, se lancer donc, sur Facebook et Instagram. Donc, pour commencer, on peut avoir effectivement une présence organique via une page avec des informations pratiques sur votre marque, sur votre boutique, donc les horaires d'ouverture, ce que vous faites, etc. Et sur lesquels les personnes qui verront les publications pourront être renvoyées. Ensuite, il faudra créer un compte Business Ad Manager, donc ça s'appelle aussi Meta Business Suite, parce qu'en fait, ça évolue très régulièrement, et qui va vous permettre de créer, de gérer et de mesurer vos campagnes. Parce que comme on est en évolution constante, ça permet de voir ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, si on a le visuel A qui fonctionne mieux que le visuel B, eh bien, peut-être qu'on va désactiver le visuel B pour se focaliser uniquement, enfin mettre tout son budget sur le visuel qui fonctionne le mieux. Définir ses audiences publicitaires, aussi payer les factures méta, donner accès au compte publicitaire à un tiers. Et puis, ce qui est très important, créer un pixel de tracking
que vous pourrez ajouter à votre site internet afin de voir effectivement qui arrive sur votre site et puis d'utiliser les données Google Analytics pour mesurer combien de temps ces personnes sont restées sur le site et ce qu'elles ont fait. Donc d'abord, il faut se poser les bonnes questions. Donc, quels sont vos besoins pour bien comprendre et identifier l'objectif de la campagne? Est-ce que ça sera plus gagner en notoriété, augmenter le trafic sur le site, promouvoir des produits, une application, générer des prospects, cibler une clientèle? Et à qui est-ce que je m'adresse? Donc, où en France? Ça peut être une ville spécifique, ça peut être au niveau national. Si on cible plus les hommes, les femmes, une tranche d'âge en particulier, si on, ce que je nomme sous lifestyle, par exemple, si on fait une campagne sur le mariage, voilà, il y a plein de données qu'on peut avoir, qu'on peut rassembler en fait pour un ciblage assez à fin. Ensuite, quel est mon budget? Est-ce que je pars sur un budget global, donc par exemple sur un mois, ou est-ce que je me dis, tiens, je vais mettre je sais pas, 10 € par jour et puis je vais voir comment ça évolue. Et je peux mettre aussi une limite d'enchère, donc en disant, tiens, je veux pas que ça me coûte plus de 50 centimes par trafic, enfin par génération de trafic. Et ensuite, quel est le timing de la campagne? Donc, on peut avoir un début, on peut avoir une fin, ou pas, juste l'utilisation du budget. Quels sont les visuels disponibles? Si j'ai envie de les tester. Et là, Facebook aussi apportera des réponses assez tout au long de la campagne pour savoir ce qui fonctionne le mieux, etc. Donc, pour créer une campagne dans l'outil publicitaire, donc, vous avez dans l'outil Business Manager un onglet qui s'appelle Gestionnaire de publicité. Et en fait, là, il y a un bouton Créer. Donc, dans Créer, la première question qui se pose, c'est quel est l'objectif de votre campagne? Donc, il y a 6 possibilités. Donc, une possibilité de générer de la notoriété, de la visibilité pour la marque. Donc là, on va mesurer par rapport à la couverture. Ça peut être aussi par au nombre d'impressions, le nombre de fois que votre publicité a été mise sous les yeux de votre audience. Si ça a été une seule fois ou plusieurs fois, donc ça sera la fréquence. Ça peut être un objectif de trafic, donc via le clic sur le lien. Il y a la vue de la page de destination, ça c'est la page de votre site web. Alors effectivement, depuis qu'il y a eu en fait une limite de la part d'Apple des cookies Facebook, moi je préconise plus d'utiliser le clic sur le lien que la vue de la page de destination parce que Facebook n'aura pas forcément accès à ces données. L'interaction, donc par exemple, vous pouvez utiliser pour augmenter votre communauté, donc ça peut être le nombre d'abonnés de vos pages, les ventes, donc là via un catalogue, donc là ça sera très spécifique, le nombre de prospects, donc là ça peut aussi être via des questionnaires, un abonnement à une newsletter, et puis la promotion d'une application spécifique. Une fois que vous avez choisi votre objectif, vous pouvez définir votre audience. Donc là, il y a 3 types de données. Donc, il y a les données démographiques, qui peuvent aussi aller donc sur au niveau géographique, au niveau de l'âge. Les données centres d'intérêt, donc on peut choisir aussi des marques spécifiques, des centres d'intérêt, et puis des données de comportement. Donc, ça fait beaucoup de données, sachant que l'idée, c'est aussi d'avoir une audience assez large pour que l'algorithme fasse son travail. Maintenant, les outils digitaux, c'est vrai, aiment bien avoir des audiences très larges pour pouvoir, eux, affiner. Il y a aussi la possibilité d'avoir une audience personnalisée.
Donc, en utilisant vos données, bien sûr, si votre audience a donné son accord, donc ça peut être des personnes qui sont venues sur votre site internet, des personnes qui vous ont communiqué leurs données via un fichier clientèle. Et puis, ce qu'on appelle l'audience similaire. Donc ça, c'est un outil intéressant qui permet de rechercher parmi toute la base, toutes les audiences méta, des personnes qui vont avoir des similarités par rapport à votre audience personnalisée ou l'audience sauvegardée. Donc, vous pouvez choisir une audience similaire à 1%, ça veut dire qu'elle va être très proche de votre audience effective. À 2%, à 3%, ça vous permet d'élargir comme ça et de toucher de plus en plus de monde. Donc là, vous verrez, l'outil va valider votre audience. L'idée étant d'être dans le vert. Donc, vous avez une audience trop restreinte à gauche ou trop large. Donc, c'est le bon équilibre étant l'audience verte, ce que vous voyez à gauche. Et qui va vous donner une audience estimée. Donc, il va vous dire, voilà, vous aurez une couverture. Là, on a entre 1300 et 3800 personnes par jour et entre 30 et 86 conversions. Donc ça, c'est l'audience estimée par Facebook. Meta. Ensuite, vous pouvez choisir votre placement publicitaire. Donc, le Meta va vous encourager à avoir tous les placements possibles pour, encore une fois, faire le tri en fonction de ce qui marche le mieux. Mais bien entendu, vous pouvez décider ce qui est le plus opportun, parce que peut-être que Messenger, ça ne sera pas utile si vous n'utilisez pas cet outil. Audience Network, c'est en fait des sites autres que Facebook et Instagram sur lesquels votre publicité apparaîtra. Donc, peut-être que vous voulez plus garder le contrôle et rester sur Facebook ou Instagram. Et ensuite, vous pouvez choisir le placement individuel. Donc, par exemple, dans le fil d'actualité de Facebook, le fil d'actualité Instagram, ou en stories, ou en reels, donc dans des petites vidéos. Pareil, on peut choisir sur chacun des différents leviers. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il y a les recherches, les groupes, les articles. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, soit on teste, on voit ce qui fonctionne le mieux, soit en fonction du visuel ou de l'objectif, on définit d'être, par exemple, seulement dans le fil d'actualité. Ensuite, on choisit son format. Donc, ça peut être un carrousel, comme le format que vous avez au milieu à gauche, donc avec différents visuels, ou un catalogue, ou une vidéo. Vous avez aussi la possibilité, si vous n'avez pas de vidéo, de créer comme un diaporama, en fait, en ajoutant plusieurs visuels les uns à la suite des autres. Et puis, votre contenu publicitaire, donc avec votre accroche, le texte principal, la description, donc ça va être un titre, par exemple, sur Facebook. Le call to action, donc là, c'est les boutons sur lesquels l'audience va cliquer. Donc, ça peut être, je vous ai mis toutes les possibilités, en savoir plus, nous contacter, obtenir l'accès. Donc, si vous voulez rediriger vers une boutique, acheter, commander, réserver, obtenir les horaires, obtenir un devis, voir le menu pour les restaurants, ou télécharger s'il s'agit d'un livre blanc, ou s'inscrire pour un événement. Donc ça, par exemple, ça va être le KPI, l'outil qui va pouvoir mesurer l'efficacité de votre campagne si vous avez choisi un clic, par exemple. Donc là, vous avez les exemples de visuels. Donc, par exemple, à gauche, Deliveroo avec le carrousel. Ensuite, une publicité plus locale pour un restaurant où on peut voir le menu. Une prise de rendez-vous avec, en anglais, un coiffeur. Et puis, la dernière, là, c'est une marque qui
qui effectivement, là, est plus dans l'inspiration avec une vidéo. Donc, soit on va directement sur le site internet, soit c'est pour communiquer sur une nouvelle collection, par exemple. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vous propose de terminer et puis d'y répondre ensuite dans la foulée. Donc, pour lancer sa campagne, donc vous allez ensuite avoir la possibilité de vérifier tout ce qu'on vient de voir. Donc, est-ce que vous avez choisi, c'est un petit récap, le bon objectif? Est-ce que vous avez choisi le bon budget? Est-ce qu'on est bien sur un budget quotidien ou un budget mensuel, par exemple? Et puis, vous pouvez programmer votre campagne, la faire valider, parce qu'en fait, le Meta va toujours demander à valider les visuels pour être sûr qu'il n'y a rien de choquant. Et ça peut prendre entre 24 et 48 heures. Donc, vous pouvez la faire valider et ensuite la désactiver, donc la réactiver et qu'elle soit dans les starting blocks, en fait, à tout moment. Et, idem, si à un moment, vous avez besoin de la désactiver pour faire une modification, il n'y a aucun souci pour le faire. Et vous pouvez changer le budget, vous pouvez modifier l'audience, en fait, quand ça vous chante. Et ensuite, vous avez la possibilité de suivre cette campagne, parce que avec l'avantage de tout ce qui est tous les outils digitaux, c'est effectivement de l'optimiser. Rien n'est figé. Donc là, on peut regarder par rapport à son objectif. Donc, on a notre objectif qui va être, par exemple, générer du trafic sur le site Internet, et un KPI, donc un indicateur clé, qui va être le nombre de clics sur un lien ou sur le bouton en savoir plus, par exemple. Et ça, Facebook, Meta l'appelle le résultat. Donc, on peut voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui coûte le plus cher. Peut-être que s'il y a un visuel qui a un résultat plus cher que l'autre, on peut désactiver ce visuel. Et il y a aussi le taux de résultat. Donc là, c'est combien de résultats vous obtenez par rapport au nombre d'impressions, au nombre de fois que votre publicité a été vue. Donc là, pareil, on peut se focaliser sur ce qui fonctionne le mieux. Après, il y a la visibilité globale de votre publicité, donc avec le nombre d'impressions. La couverture, donc la couverture, c'est la publicité vue une fois par votre audience, et l'impression, ça va être la couverture multipliée par le nombre de fois que votre audience a vu votre publicité. Donc ça, c'est la répétition. Si on l'a vu 2 fois, 3 fois, sachant qu'effectivement, pour qu'on s'en rappelle, il vaut mieux l'avoir plusieurs fois. Les données Google Analytics aussi sont importantes pour comprendre et puis aussi comparer, parce que c'est un autre outil, on sort de Facebook, pour voir si les données que vous avez de Facebook, si effectivement ça a généré un trafic de qualité, les gens sont restés, ont regardé d'autres pages sur votre site internet. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on ajuste en fonction de ce qui a le mieux fonctionné. Et puis, Meta, tout au long de la campagne, propose, il y a un petit onglet avec des ajustements, des optimisations. Donc, par exemple, elle va se rendre compte qu'un visuel ne fonctionne pas ou a été vu trop de fois, donc va vous proposer de le changer. Donc ça, c'est quelque chose à regarder régulièrement. Donc, en synthèse, donc on voit que Facebook et Instagram de l'univers Meta restent des leviers très puissants avec un ticket d'entrée modéré par rapport à d'autres médias comme la télévision, par exemple, parce que là, on touche une grande part de la population. On peut voir que l'outil publicitaire Meta, ça fait de nombreuses années qu'elle est sur le marché. Donc, même si elle subit toujours quelques petites modifications, eh bien, ça reste une plateforme centrale qui permet de facilement gérer ses campagnes en fonction de vos objectifs. Et qu'il y a de nombreuses opportunités qui s'offrent aux annonceurs.
pour pouvoir communiquer auprès de leurs audiences, avec la vidéo, effectivement, qui reste un format clé pour générer de l'engagement, notamment. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Et puis maintenant, je suis prête à répondre à vos questions. Alors, on avait une question de Linda qui nous parlait de l'outil Business Manager et qui nous demandait s'il était sous le web ou directement sur Facebook ou Instagram. Non, en fait, il est c'est sous l'onglet Meta, en fait. Donc, c'est Business Manager. Donc, il faut créer un compte et puis après, on a accès à Facebook, Instagram, WhatsApp, à tous les outils. Et c'est avant avoir créé sa page entreprise ou pas? Enfin, c'est lié le fait d'avoir créé une page entreprise, c'est avant, après? Il faut créer sa page. En fait, il faut aller sur Business Manager et créer son profil sous Business Manager. À savoir que souvent, si vous avez déjà une présence organique, parfois Facebook ou Instagram vous propose de sponsoriser de manière qui semble plus simple la publication. Et en fait, c'est un raccourci qui est moins utile parce que vous aurez moins d'options et vous pourrez moins cibler, vous n'aurez pas accès aux audiences, par exemple, aussi développées qu'en utilisant l'outil Business Manager. Donc, ça permet de faire beaucoup plus de choses et d'avoir des campagnes vraiment en adéquation avec vos besoins. Alors, il y a une question d'Isabelle qui nous dit: est-ce que les contenus publicitaires sont payants? Alors, j'allais dire, est-ce que la question, c'est est-ce que la publicité est payante? La réponse est oui, par définition. Mais quand vous parlez de contenu, la question, est-ce que vous pourriez la préciser? Est-ce que c'est la fabrication des contenus, ce qu'on veut publier, ou qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'une pub, par définition, c'est payant, hein, c'est la différence avec l'organique et la publicité qui est payante. Mais quand vous parlez de contenu, si c'est un post, vous l'écrivez, mais s'il y a des photos, s'il y a du graphisme à faire, c'est un autre sujet. Voilà. Si vous pouvez préciser votre question, Isabelle, ça nous aiderait. Et ensuite, Pierre nous demande: pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur pour la tarification des campagnes? Ah, grande question. Là, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire, de la taille de votre audience. Mais effectivement, on peut mettre 5 € par jour. L'idée, c'est quand même de tester au début, de voir comment ça fonctionne et puis d'augmenter après ses budgets en se disant: tiens, ça fonctionne, effectivement, ça m'apporte du trafic ou ça m'a apporté du budget. Après, si plus l'audience est large, si vous êtes au niveau national, effectivement, il faut augmenter un peu plus, mais il y a des grandes entreprises qui ont des budgets très importants. Et puis, en fait, c'est l'avantage, c'est que là, on fait du sur-mesure. Pareil avec le contenu, on peut prendre un visuel qu'on a de son entreprise, même l'extérieur de sa boutique. Et puis, on a il y a ce qu'ils appellent un studio, donc créatif. Donc, on a plein de petits outils pour améliorer le visuel sur la plateforme. Voilà, quelqu'un nous dit, par exemple, Canva Pro convient-il pour faire du contenu publicitaire? Alors là, je vais même répondre moi, parce que j'utilise Canva Pro. Oui, effectivement, la Canva Pro, vous pouvez faire de la pub sur n'importe quel réseau social. En plus, les formats vous sont aidés. Donc, c'est vrai que Canva Pro, c'est quelque chose de tout à fait abordable. Alors, avec des images qu'on retrouve, c'est vrai, un peu partout aussi. Mais en tout cas, c'est un outil, comme le disait tout à l'heure Maud, un studio. Si celui qui est proposé là, ça permet d'aller loin. Et ça permet, alors je ne sais pas si dans Facebook et enfin, plus globalement dans Meta, est-ce qu'on peut avoir un petit peu comme enfin, on peut faire des vidéos, hein, donc enregistrer des scénarios de slides qui défilent et faire des petites vidéos, c'est facile à faire. Mais est-ce qu'on peut faire aussi des carousels comme on fait dans LinkedIn? Ça existe, cette fonction de carousel? Bien sûr. Donc, là, pareil, donc vous pouvez choisir jusqu'à 10 visuels, par exemple, et ensuite, vous pouvez laisser faire l'algorithme qui va dire: tiens, le visuel numéro 1 ou numéro 3 fonctionne le mieux, donc on va le mettre en premier. Donc, ça peut être en fonction… Par exemple, vous avez différentes audiences. Il y a une audience qui va être beaucoup plus sensible au format statique. Donc, à celle-ci, on va lui donner du format statique. Il y en a une qui va être
qui va préférer le format vidéo. Donc, ça peut être intéressant d'avoir différents formats pour répondre à différentes audiences. On ne sait pas forcément qui va réagir comment, mais ça permet aussi de gagner en connaissance à ce niveau-là. Puis c'est un petit peu le try and learn, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas préjuger a priori de ce que va donner telle ou telle chose, donc il faut toujours le tester avec des budgets peut-être pas forcément énormes pour voir un peu la tendance et ce qui marche, et après se lancer sur des choses un petit peu plus importantes. Voilà, alors, on a une autre question. Pardon, vas-y, je te laisse laisser répondre. les campagnes un petit peu tourner, une semaine par exemple, voir ce qui fonctionne bien, et puis ensuite, voilà, on apprend et de l'expérience qu'on a eue, et puis on va dans la direction qui apporte le plus satisfaction. Et ça effectivement, c'est extrêmement spécifique en fonction de les audiences, des types de publicités, etc. Enfin, c'est vraiment, on ne peut pas donner de ratio ou de choses comme ça, il faut le tester pour le voir. Alors, il y a une question qui nous parle alors là, c'est très technique, hein, dans la rubrique statistique, onglet audience, il y a l'audience potentielle, la taille de l'audience estimée avec les personnes. Est-ce que tu vois le texte? Parce que c'est un petit peu long. Les personnes Facebook, Instagram, etc. On nous parle des questions de filtre. Alors là, c'est vraiment de la manipulation de l'outil. Alors, ça, c'était sur la... Non, la question, elle est posée sur l'onglet de chat. Donc ça, c'était dans la présentation. Les deux autres Je sais filles. pas, quelqu'un qui nous parle, enfin, c'est très précis, donc je ne sais pas. Parce qu'en fait, on définit ses audiences et puis ensuite, effectivement, on peut voir quelles sont la taille des audiences. Ça, c'est Facebook qui le donne. Généralement, à moins que vous cibliez une ville vraiment, une petite ville avec une audience très spécifique, par exemple, là, peut-être que Facebook va dire l'audience est trop petite. Après, on peut toujours l'utiliser en variant, par exemple, les créas, les visuels, etc., pour que cette audience, même toute petite, soit ciblée plusieurs fois, si vous n'avez pas le choix, si c'est par exemple sur une offre promotionnelle qui est vraiment très spécifique. Et on peut toujours tester de toute façon. Après, dans l'idéal, effectivement, c'est bien d'avoir une taille estimée qui soit validée par Facebook. Ça donne une idée. Surtout quand on utilise des audiences similaires. Alors, j'ai Gilbert qui nous pose une question. Alors, Gilbert, je le connais et on a déjà évoqué cette question-là ensemble un jour, où je n'ai pas d'ailleurs donné la réponse moi directement parce que je pense qu'elle est un peu difficile à donner parce qu'on parle de choses qui sont pas forcément comparables. Il y a plusieurs éléments, mais je pense que Maud va trouver tous les éléments pour répondre à Gilbert. Peut-on comparer l'efficacité et les prix à efficacité équivalente entre Meta et Google Ads? En fait, ce n'est pas vraiment le même objectif. Donc, c'est difficile. Après, il faudrait sur une campagne spécifique, mais par exemple, Meta, on va quand même être plus sur des campagnes d'images, tandis que Google Ads, on est purement sur de la génération de trafic. Donc, c'est un petit peu différent, même si avec Meta, bien sûr, on peut générer du trafic. Et puis, il va aussi, sur Google Ads, avoir cette question d'enchères, même si Facebook, on achète via des enchères, mais qui va faire émerger votre annonce. Je pense que c'est vraiment un mode opératoire un peu différent. Meta, ça permet de faire beaucoup plus de visibilité en fait sur des réseaux sociaux, tandis que Google Ads, c'est sur un outil de recherche, donc c'est sur une recherche spécifique. Je pense qu'il y a un élément, enfin, connaissant l'activité de Gilbert, il a des activités qui peuvent être assez, dans des zones géographiques bien particulières. Je pense qu'une des forces de Facebook, c'est aussi ça, c'est-à-dire d'être aussi très actif et d'inviter les gens à aller voir son site ou à inviter des choses à aller comme ça dans les campagnes, effectivement, de visibilité, de manière extrêmement localisée. C'est-à-dire que les critères de publicité de Facebook sont parmi les plus précis, je pense, aujourd'hui, même sur LinkedIn, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur on peut être presque sur du chirurgical, non? Oui, et puis quand c'est pas la même démarche, parce que quand on cherche
quelque chose sur Google, on cherche quelque chose de spécifique. Tandis que quand on est sur Instagram, donc là, on en a ses centres d'intérêt. Et puis, il y a une publicité en lien avec ces centres d'intérêt qui va vous être présentée. C'est plus passif, entre guillemets. Mais ce n'est pas la même démarche, parce que quand on cherche quelque chose, l'objectif, c'est d'aller le plus rapidement possible au résultat de ce qu'on cherche. Tandis que là, ça permet d'être dans un écran plus de divertissement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a une publicité qui s'offre à nous alors qu'on est en train de faire autre chose, pour simplifier ce que tu dis, si je comprends bien, Maud, hein. Donc, globalement, d'autres questions. Dans l'onglet questions, je vais un peu naviguer là. Pablo nous dit quel budget moyen prévoir pour une utilisation standard de Facebook et Insta. Là, encore une fois, difficile. On peut échanger ensuite, si vous voulez, en fonction de vos besoins, parce que c'est difficile de donner une idée globale. Ça va dépendre de l'objectif, du retour que vous en attendez. Si vous vendez des produits qui coûtent pas cher, si vous en vendez des qui vendent très cher, si vous avez beaucoup de clients, pas beaucoup de clients, s'il y a de la concurrence, pas de concurrence, ben c'est un multiple cas. Enfin, c'est une équation avec un certain nombre d'inconnus, donc il faut le tester. Donc, évidemment, si vous êtes solo entrepreneur ou si vous avez une grosse société, ce ne sera pas les mêmes budgets. En tout cas, c'est toujours de ramener, quel que soit le budget de communication ou de publicité, d'essayer d'avoir en quelque sorte une relation entre le prix investi et puis ce que vous attendez de vendre derrière, hein. Donc, effectivement, si vous êtes vendeur de maison, je donne volontairement des exemples qui sont les constructeurs de pavillons, bah, vous pourrez peut-être cibler et que vous cherchez vraiment à vendre votre programme sur une zone donnée. Vous pourrez mettre un bon budget parce que ce que vous vendez, ça a un certain coût. Alors que si vous êtes sur des petits accessoires ou des petits produits qui coûtent pas cher, bah, vous n'aurez pas non plus les mêmes choses. Mais c'est des choses qui sont complètement différentes. Ensuite, alors Pablo nous dit TPE en phase de lancement en IDF. Oui, mais sur quel secteur d'activité, etc. C'est compliqué, les TPE en phase de lancement en IDF. Il y en a des dizaines ou des centaines ou des milliers, voire qui se créent. Donc tout ça dépend aussi du marché sur lequel vous êtes, Pablo, hein. Alors, Bruno Roth nous dit l'intérêt est-il le même dans une vision plus internationale? Ah, intéressant comme question. Ah bah oui, complètement, parce que c'est des outils qui sont internationaux par excellence, hein, avec une force de frappe et puis pour le coup une utilisation homogène. Là, on sait Facebook en France, Facebook en Allemagne, voilà, ça reste la même chose. C'est un outil publicitaire qui permet d'atteindre une cible sur différents pays. Après, effectivement, il faut modifier toujours en fonction du marché. Donc, peut-être que le marché en Allemagne est un petit peu différent, on ne communique pas de la même manière. Mais oui, c'est bien sûr un outil intéressant. Et puis, pour revenir tout à l'heure à la question par rapport à Google Ads, je pense aussi qu'il faut garder en tête que pour avoir une communication efficace, eh bien, effectivement, il faut avoir une répétition de son message publicitaire sur différents leviers, donc multiplier les points de contact et de tester une présence sur Meta, en plus de Google Ads, en plus d'autres choses en fonction de… C'est intéressant parce que ça permet effectivement de marteler un peu plus son message publicitaire et puis d'atteindre l'audience sur différents angles. Et est-ce qu'on peut avoir un compte avec plusieurs langues? Par exemple, LinkedIn, je sais qu'on peut avoir un profil français, un profil en anglais, pour donner un exemple. Est-ce qu'on peut là avoir un profil en plusieurs langues ou est-ce qu'il faut faire un profil par langue? Comment ça marche? Non, on peut avoir différents profils. Alors, l'idée, c'est quand même d'avoir un profil ou un compte, si vous êtes présent en Angleterre, d'avoir un profil dédié en Angleterre, mais avec Meta, vous pouvez gérer les différents comptes. Alors, on a une question posée par Christophe, et là, je pense qu'on va plus rentrer dans une prestation de formation qu'on peut être amené à vous proposer, mais je vais laisser Maud répondre. Avez-vous des consignes ou des tips pour l'animation d'un compte Facebook ou Instagram d'une agence de communication avec un site vitrine, donc sans aucun produit physique à vendre? C'est un vrai projet que vous nous demandez. Donc, les consignes, il faut regarder en détail, mais bon, je voudrais me donner deux petites choses, allez. Là encore, typiquement, ça va être des tips à donner aussi pour que l'audience
interagissent et envie de lire ou de poursuivre sur le site internet en se disant tiens, ça m'intéresse. Voilà, après, ça peut être pour communiquer sur. Il faut que ça soit en ligne avec ce que fait l'agence de communication, mais ça peut être sur les employés, les prix qui ont été obtenus, voilà, l'ADN. Des références, des témoignages clients, des choses comme ça, comme dans n'importe quelle activité. On a parlé peut-être de produits en termes génériques ce matin, mais c'est produits, c'est offres, c'est toutes ces choses-là. Et là, c'est, vous êtes une agence de communication, donc les outils de communication, je pense que vous les connaissez, et les manières de communiquer aussi. Donc, c'est un canal, on va dire, de communication différent qu'est le digital, mais c'est avant tout de la communication. Il ne faut pas perdre de vue que beaucoup de gens, c'est pareil, le marketing, on parle beaucoup de réseaux sociaux, etc. Mais derrière, il y a encore les bons vieux fondamentaux du marketing, hein, quand on parle d'audience. C'est quoi mon public, c'est quoi ma cible, c'est quoi ma cible potentielle, ma cible réelle, quelle est l'offre que je mets en face, quel est mon argumentaire, comment je vais la toucher, etc. Et voilà. Et ensuite, donc là, c'est du fondamental du marketing. Après, on le met en musique sur un réseau social, on le met en musique sur du print, on le met en musique sur un site internet, on le met en musique dans des campagnes, si on est très riche et qu'on est très grand, que ce soit des campagnes de presse ou des campagnes publicitaires à la télé ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a toujours au début des questions de fondamentaux à se poser, hein. Donc, les consignes pour l'animation d'un compte, c'est pareil, là, c'est la particularité de l'animation des clients ou de l'animation des prospects, c'est tout ce qui est mis en place dans ce qu'on appelle une stratégie digitale et qu'on peut vous aider à construire si vous le souhaitez. Alors, je regarde si dans l'onglet… Et pour finir aussi, de voir ensuite, par rapport aux différents types de contenus que vous publiez, ce qui fonctionne le mieux, parce qu'effectivement, ça, c'est la donnée que vous allez retenir, c'est qu'est-ce que les utilisateurs ou les abonnés de votre compte préfèrent. Donc, vous allez voir, vous avez beaucoup d'engagement sur tel type d'informations ou peut-être des questions ou des commentaires qui vont être générés. Que fait la concurrence aussi, est-ce qu'ils ont plus de j'aime sur tel type de contenu. Donc ça, c'est des informations qui vont venir nourrir ensuite le contenu. Alors, il y a une question qui n'a pas été posée, qui moi me brûle les lèvres, parce qu'habituellement, les clients la posent les clients moi que je rencontre la posent. C'est effectivement l'usage de ces réseaux qui, quand on parle de Facebook surtout, hein, parce que c'est historique, je vais dire, le positionnement de Facebook, je partage mes photos de vacances avec mes amis, etc. Donc, plus l'usage professionnel, on va dire, et plus l'usage vers des clientèles B2B. Voilà. Est-ce que là, peut nous expliquer les mécanismes qui peuvent être, parce qu'effectivement, si on a une audience qui est à la fois B2B et à la fois B2C, ou que B2B, là, il y a peut-être des petites choses qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, ou qu'il faut aller chercher. Là, encore une fois, ça sera dans la définition de la cible, donc via potentiellement un persona pour bien comprendre à qui on s'adresse. Et après, on peut la répliquer dans l'audience publicitaire. Mais on peut tout à fait, si vous êtes une agence de communication, vous pouvez enrichir votre base de données en proposant l'inscription à votre newsletter. Donc voilà, il y a plein de choses à faire en B2C comme en B2B. Mais il faut bien connaître son audience pour pouvoir la répliquer et cibler, parce que la base est énorme. Donc ça permet d'atteindre beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on a parlé beaucoup de publicité, mais il ne faut pas perdre de vue que les réseaux sociaux, c'est aussi dans ce qu'on appelle le parcours client, hein, c'est-à-dire les différentes étapes qu'on appelle toute la partie recherche, je ne vais pas redéfinir ce qu'est un parcours client, mais ça veut dire que vous pouvez, quand on dit animer, gérer des communautés, que ce soit des communautés de prospects, des communautés de clients, et les aider aussi. Et c'est là qu'un petit peu la transition digitale, on parle de ça en ce moment dans notre MOOC, et avec des choses intéressantes. C'est aussi à partir de cela que vous allez pouvoir commencer aussi à imaginer à travailler en collaboratif avec vos clients. Et c'est ça la transition digitale, c'est-à-dire que ça va permettre de travailler avec ces parties prenantes, ces clients, en leur soumettant des sondages, en leur faisant des offres de produits, en échangeant avec eux et en rendant beaucoup plus interactive
pardon, la communication. Et c'est ça la force des réseaux sociaux, c'est d'être capable de construire, de co-construire des choses ensemble ou de récupérer l'avis de ses clients, certes sur ce qu'on fait, hein, est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait, etc. Mais aussi d'aller carrément innover avec ses clients en se servant de ce qu'ils font. Et ça, c'est un potentiel aussi extrêmement important et qui je pense, vraiment change dans les différentes années. Et maintenant, donc les communautés, gérer des communautés, c'est effectivement, Maud a commencé par parler de ça, ces communautés, c'était extrêmement important pour bien sentir un petit peu tout ce que les gens attendent ou aimeraient avoir. Voilà. Et ça fait partie des sujets essentiels. Et quand on ne sait pas comment innover, quand on a innover, mais innover, c'est pas forcément avoir un produit avec une technologie révolutionnaire. Ça peut être aussi dans un business model, dans la manière de présenter vos offres ou vos produits, dans toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça permet de tester des concepts ou d'avoir des gens, en fin de compte, c'est vos promoteurs, hein, les gens qui vous suivent sur les communautés, c'est des gens qui sont prêts à recommander votre marque, qui vous aiment, qui vous suivent. Quand on reste derrière une marque, c'est qu'on a envie d'échanger. Voilà. Donc, j'avais des gens aussi qui voulaient, avec leurs clients à proximité, monter des sous-groupes, monter des choses comme ça. C'est tout ça qui va être intéressant à monter et à avancer derrière tout cela. Alors, je pense qu'on a traité toutes les questions. Donc, on a encore pas mal de participants. Donc, si les questions sont toutes traitées, alors, est-ce qu'on a vu? Je pense qu'on a vu toutes les questions, hein. J'ai l'impression qu'on a vu toutes les questions. Donc, si vous avez des questions complémentaires à nous poser, effectivement, n'hésitez pas à nous les transmettre, par exemple, à l'adresse adpme@digispin.io, hein. On transmettra à Maud ou je répondrai directement en fonction de la nature des questions. On espère avoir répondu à vos attentes. Je vais laisser Marine vous parler peut-être des prochains webinaires qui vont bientôt arriver. Oui, tout à fait. Là, je vous mets dans le chat les liens des prochains webinaires. Donc, on a le 13 avril, comment se mettre en conformité RGPD lorsque vous êtes en télétravail ou que vos collaborateurs le sont. Et le 18 avril, Digispin revient avec le no-code, donc comment gagner en efficacité grâce à ces solutions. Et voilà, on aura d'autres... Pour compléter oui, ce que dit Marine, le webinaire no-code sera différent de celui qu'on a fait la première fois parce qu'on a tenu compte des remarques qui avaient été faites. Il y aura beaucoup d'interactifs. C'est-à-dire qu'on va vous faire une démonstration vraiment réelle. Vous verrez comment on peut manipuler des outils no-code et vous pourrez constater par vos yeux que c'est complètement maniable par tout un chacun sans avoir de connaissances techniques particulières et que ça peut vous aider dans votre vie tous les jours à mieux gérer des projets, à mieux gérer des données, à mieux gérer tout un tas de choses ou à automatiser certains process. Voilà. Voilà, exactement. Il nous reste à vous remercier. Voilà. Merci beaucoup. Donc après, c'est le mois d'avril. Il y en a plus d'autres à la fin avril. Il y a un webinaire à la fin du mois d'avril ou il n'y a que cela en avril? Non, il n'y a que cela. Après, il y a les vacances scolaires et après, on en reprend d'autres en mai, en juin. Il y en aura d'autres sur les réseaux sociaux avec... Voilà, donc on reparle de LinkedIn de mémoire en mai. Hein. En mai, on parle de LinkedIn, ça, je me souviens de ça. On reparlera aussi du panorama des réseaux sociaux, je crois que c'est en juin. Donc là où on fait plus, c'est plus, on balaye un petit peu tous les réseaux pour dire tel réseau est plus sur celui-là. Donc là, Maud vous a déjà bien expliqué aujourd'hui les cibles. Donc voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt.